L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Nous sommes à Domèvre sur Durbion. Ah, vous ne connaissez pas? C'est tout à fait compréhensible. Notre histoire du jour débute sous un voile de brume. Un matin de début de printemps, dans un tout petit village dont le charme repose sur la discrétion de son existence. Disons que nous sommes au milieu des bois français, près d'Épinal, au contact de l'imposant massif des Vosges. Jean est un berger expérimenté. Depuis des lustres, laissant passer les lunes les unes après les autres sous son chapeau, il guide ses brebis vers des pâturages toujours plus verts, sous l'ombre d'arbres toujours plus touffus, sauf l'hiver évidemment. La période de l'année n'est pas encore propice à la découverte des prés. Durant cette période, il se transforme en ermite. Jean passe alors son temps à fumer la pipe sur son perron. Chaque matin, le devoir de nourrir ses animaux le guide vers un terrain dont il est le propriétaire, non loin du village. L'étable, aux portes battantes, est un refuge pour le bétail les jours de tempête et de froid, et la prairie adjacente permet aux troupeaux de se défouler. Au-dessus de la tête de Jean, ce matin-là, les nuages grondent. Un orage se prépare. La brume ne va pas tarder à laisser place à la pluie. Rentrer les brebis devient donc une nécessité. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, une crainte d'abord, puis une peur très vite assaille le vieux berger. Ce n'est pas habituel chez lui. Une grande confiance se cache derrière sa longue barbe blanche. Au coin de ses lèvres, sa pipe de chêne, toujours allumée, est l'instrument qui lui permet de faire face aux affres de la vie. Un bouclier, une barrière, appelez ça comme vous le voulez. Mais ce matin, c'est d'une main tremblante que Jean allume le foyer qui dégage aussitôt une fumée aussi dense que le brouillard qu'il a devant ses yeux. Le berger essaie bien de se reprendre, mais le voilà saisi de tremblements. Des sentiments l'envahissent, identiques à ceux qu'il pouvait ressentir étant gamin, lorsque son père, menuisier, lui racontait des histoires de monstres. « Allons, Jean, mais ressaisis-toi, bon sang !» se dit-il. Et posant sur ses cheveux bouclés son chapeau noir comme le jais, il claque la porte derrière lui. Cette fois de refuge, il n'existe plus. Pour sortir du village et se rendre à son étable, il n'y a qu'un pont à traverser, 300 mètres tout au plus. Mais dans les branches des arbres dégarnis par la morte saison semble résonner le corps du malheur. Jean connaît cette sensation. Après chaque pas qu'il peut faire, résonne un deuxième, non loin derrière lui, dans la brume. Il détecte un parfum dont il ne connaît pas la fragrance, surtout l'expérience, son arme la plus redoutable, lui laisse penser que la situation va dégénérer. Alors furtivement, il accélère, son seul espoir, atteindre la bergerie, vivant. Nous sommes le 28 mars 1977. 2 lueurs jaunes viennent percer le brouillard. Il est 7h30 et c'est l'heure H de mon histoire. Dans une obscurité presque totale, seulement équipé d'une lampe blafarde et de l'éclat bien maigre des cendres de sa pipe, Jean tente de se concentrer sur sa respiration saccadée. Une crise d'angoisse. Ça ne peut être que ça. Depuis la mort de sa mère, voilà 10 ans, le berger est sujet à ces caprices du corps, qui font bien souvent penser à des attaques cardiaques. Dans ces cas-là, il lui faut reprendre le cours de sa respiration et se concentrer sur celle-ci. Plus rien d'autre ne doit compter. Ni la brume qui l'enveloppe, ni le bruit des eaux furieuses en dessous du pont, ni le vent dans les branches, pas même la présence qu'il ressent, là, tout près de lui. 5 secondes d'inspiration, puis bloquer sa respiration. Là aussi, 5 secondes, sans tenter quoi que ce soit. La routine. Enfin se termine par une expiration plus importante, la bouche ouverte,
Voilà donc Jean qui s'avance sur le pont en respirant aussi fort qu'un sanglier apeuré par une battue en approche. Sa pipe s'éteint ? Tant pis, il la rallumera plus tard. Il faut peu de temps pour que le vieillissant palpitant du berger, dans sa poitrine, se calme et s'apaise. Et cela fonctionne. Une fois de plus, il est sauvé. Dans le rayon jaunâtre de sa lampe de poche de toute première génération, le berger ne peut rien distinguer d'autre que quelques pierres et quelques souches qui se trouvent ici et là. Mais il les reconnaît. Elles sont des pions du chemin. D'ici quelques minutes, il se trouvera dans la bergerie. D'ici quelques minutes, il sera sauvé. Derrière lui, ce qui le suit se rapproche. Jean en est certain. Ce truc-là n'est certainement pas humain. Quelques minutes passent et le berger, qui tente de se ressaisir, accélère le pas afin de parvenir jusqu'à ses bêtes. Voilà qu'il est saisi d'un mauvais pressentiment. Cette ambiance, ce climat, se pourrait-il que le diable soit parmi eux ? Domèvre sur Durbion est un village qui en a vu des étrangetés. Ce ne serait pas la première. Les vieux du patelin racontent depuis toujours que des sorcières et des maléfices peuplent les bois alentours. Pourquoi ne serait-il pas la victime d'un mauvais sort ? Il a beau être aussi cartésien que Descartes, Jean ne ferme pas la porte aux forces du mal pour autant. Il faut toujours se méfier des boucs. Lui, le berger, en sait quelque chose. Pendant très longtemps, son premier mâle le terrorisa à longueur de saison. Cette bête, qui s'appelait Hector le Noir, était une véritable carne, à la taille haute, à la robe obscure et aux cornes retournées à la manière de celle d'un mouflon. Impossible de le guider et tout aussi inopportun d'attendre de sa part une quelconque collaboration. Cet animal avait quelque chose d'indépendant qui a toujours dérangé Jean, comme s'il connaissait tous ses secrets et pire, s'en servait contre lui pour échapper à sa surveillance. Et puis un jour, Hector avait croisé un loup. Mauvaise idée, il en était mort. Jean l'avait retrouvé déchiqueté du haut du cou jusqu'au milieu de la panse. Une véritable boucherie. À la seule pensée de cette scène, Jean a des frissons dans les bras. Saisi par la peur, son cœur s'emballe de nouveau. Heureusement, voilà qu'au loin se profile la bergerie. Phare dans la nuit, elle l'attend. Alors qu'il plisse les yeux pour mieux l'apercevoir, un détail l'encourage à de nouveau accélérer le pas. Les portes battantes sont ouvertes, ce qui implique que ces bêtes courent le plus grand danger. Jean ne tarde pas à découvrir l'étendue de la catastrophe qu'il pressentait. 7 de ces bêtes jonchent le sol, tuées de la pire des manières, égorgées pour la plupart, éventrées pour les autres. Ce qui interroge tout de suite le berger, c'est le fait que parmi toutes celles qui ont été massacrées, une seule a été dévorée. Toutes les autres, au contraire, baignent dans leur sang. À l'exception du coup fatal, elles sont intactes. Et voilà qui n'est pas courant. Alors qu'il s'empresse d'enfermer le reste de son cheptel, Jean s'interroge. Qui peut bien être à l'origine d'un tel massacre ? Bien entendu, il repense à la sensation qu'il a assaillie en venant jusqu'ici, comme s'il était suivi, comme si, une nouvelle fois, il tente de se reprendre, de contrôler ses pensées. Cela ne peut être qu'un chien errant du coin. Après tout, le père Marcel a pour habitude de laisser aller et venir ses chiens des Pyrénées en liberté. Et des bêtes comme ça, elles sont bien capables de vous déchiqueter des brebis. Oui, mais le berger sent bien qu'il tente de se rassurer. Il les connaît, les chiens du Marcel. Il pourrait tuer des brebis, certes, mais il n'en resterait presque rien. Cette minutie-là a quelque chose de particulier. C'est comme si l'animal qui venait de tuer l'avait fait non pas par faim, mais par plaisir. Des histoires comme celle-là, il en a entendu dans sa jeunesse, Jean, sans jamais leur prêter attention une fois l'âge adulte arrivé.
Tout le monde au village le prendrait pour un fou s'il osait émettre à voix haute la nature de son hypothèse. Tout le monde lui rirait au nez, évoquant l'attaque d'un quelconque clébard qui aurait croisé l'étable sur sa route. Oui, mais comment un chien aurait-il pu ouvrir les portes battantes? Ce n'est pas assez malin, un chien. Non. La bête devait être plus grosse, plus intelligente, plus sournoise. Une fois tout son travail terminé, sa lampe de poche toujours allumée, Jean se redirige vers le village pour avertir les habitants de l'attaque. Les autres bergers vont devoir faire attention. Un tueur de ce genre, après avoir goûté au sang, pourrait s'avérer être des plus dangereux. Pourquoi croyez-vous qu'il pense avoir été suivi? À chaque minute qui passe, Jean est de plus en plus persuadé que son hypothèse est la bonne. Mais c'est à peine si elle ose la murmurer du bout des lèvres. C'est une bête. C'est une bête comme celle du Gévaudan. Le paysan avait raison de penser que personne n'allait s'affoler. Alertés, les autorités concluent à l'œuvre d'un chien errant. Mais Jean n'est pas fou. C'est la serration, cette façon d'attaquer les bêtes, la puissance déployée pour cela. Rien ne semble montrer qu'un canidé classique ait été à la manœuvre lors de cette terrible attaque. Mais l'histoire en reste là. Seulement 2 jours plus tard et quelques kilomètres plus loin, c'est un cheptel entier de 11 brebis et leur petit qui est mis à mort de la même manière. Puis là encore, pas de réaction. Le lendemain, 1er avril, ce qui aurait bien pu être une farce ne fait rire personne. Des promeneurs tombent nez à nez dans les chemins de Romont sur le corps d'une biche égorgée. Cette fois, les soupçons s'intensifient de manière totalement stupéfiante. Aucune battue n'est encore organisée. Enfin, pas tout de suite. Ce n'est que le 9 avril 1977 que la région tombe dans une incroyable sinistrose. À Mauryville, au petit matin, 26 brebis et agneaux sont retrouvés massacrés, avec une force telle que ceux qui découvrent les corps en sont particulièrement choqués. Les rumeurs et les bruits, déjà, fusent dans les villages et dans les maisons. Au coin du feu, on n'hésite plus à parler de cette bête qui serait comme un loup géant aux dents de fauve et qui, comble de l'horreur, tue par plaisir, ne mangeant qu'une seule de ses victimes par attaque. Il y a de quoi déclencher dans le village une vague de panique, une peur si bleue qu'elle vous terrorise et vous empêche de vous mouvoir. Et puis, celle qu'on appelle la bête se contente pour le moment d'attaquer des troupeaux isolés. Mais si, comme en Gévaudan, elle commençait à s'attaquer aux enfants et aux plus faibles, après tout, il y a de nombreux promeneurs en vadrouille dans les forêts de la région. Les dents commencent à claquer, et lorsque les locaux s'aventurent dans les bois, chaque branche qui craque devient un danger potentiel, chaque feuille naissante bougeant dans le vent, et c'est la bête qui se glisse derrière les gens. Faites vos jeux, rien ne va plus. L'attaque du 9 avril est dans tous les esprits, face à la menace, et à la terrible crainte gagnant les cœurs. Les autorités ne vont pas avoir le choix. Il va falloir agir, et vite. Cela tombe bien. Un groupement de chasseurs s'est décidé à cerner l'animal dans un périmètre restreint. Il s'efforce de calculer sa position possible afin d'organiser ce qui aurait déjà dû être fait depuis longtemps, une battue. Les différents maires et conseillers municipaux des communes concernées se réunissent, élaborent des stratégies et discutent de la marche à suivre. Cette bête ne peut pas être un chien qu'un propriétaire inconscient laisserait aller à droite et à gauche. C'est impossible. Un loup enragé? Ouais, peut-être. On en a déjà vu après tout. Un fauve échappé d'un cirque? C'est déjà moins probable. Un monstre alors? Et pourquoi pas? Certains des chasseurs qui s'apprêtent à prendre les armes contre l'animal mystérieux se posent la question, la main bien serrée sur leur crosse. Ceux qui ont constaté les dégâts sur les corps des animaux attaqués savent qu'ils n'ont jamais rien vu de pareil.
il va falloir être prudent. La moindre incartade pourrait entraîner la sentence irrévocable de leur ennemi commun. La zone d'action n'est pas difficile à délimiter. La bête ne peut être que dans la forêt de Rambervillers. Ce sont des hectares et des hectares de bois à couvrir, certes. Mais derrière la peur qui tenaille tous les estomacs se cache une détermination sans faille, celle de retrouver la bête des Vosges. Nous sommes le 10 avril 1977. Au petit matin, dans une forêt de Rambervillers, aussi silencieuse que peut l'être la mort. Le calme avant la tempête, assurément. Guy d'Estampes est un gars du coin. Il a grandi à Vaumécourt, en bordure de ces bois qu'il connaît comme sa poche. Comme la plupart des ruraux, il a son permis de chasse. L'hiver, c'est le sanglier qu'il traque avec ses chiens. Aujourd'hui, vu l'enjeu, ses compagnons à quatre pattes sont restés à la ferme. L'homme refuse de prendre le moindre risque face à cet animal dont personne n'a encore vu les oreilles. Guy s'est levé avec l'appréhension des mauvais jours. C'est moins que l'on puisse dire. En dépit des avertissements paniqués de sa femme la veille au soir, il a briqué son arme et pris avec lui assez de munitions pour tenir un siège dans la forêt. Les rhumatismes, dont il souffre à chaque jour un peu humide, ce matin sont bien présents. Son corps vieillissant perclus de douleur, lui aussi, tente d'envoyer des signaux. En vain. Guy, comme tous les autres, veut plus que tout arrêter la progression de cet animal fantasmé dans tous les foyers de la région. Lorsqu'il met le pied dans la forêt, le chasseur n'est pas seul. Il est accompagné par toute une bande de fiers défenseurs de la faune agricole qui, la tête haute, parfois la cigarette à la bouche, avance à pas feutrés en ligne, rangés comme à la bataille, attendant l'ennemi pour dégainer les premiers tirs et sortir les baïonnettes. Les chasseurs, la boule au creux du ventre, ne font pas les fiers. Oui, ils sont nécessairement plus nombreux, mais croire que le nombre fait la force en plein cœur de cette forêt aussi dense que profonde est une erreur funeste et potentiellement fatale. Guy a appris de son père qu'il fallait être humble au milieu de ces bois connus et arpentés par leurs ancêtres. C'est une affaire de respect pour les esprits de la forêt, ne cessait de dire le vieux paysan, assis en coin de table. Et distraitement, Guy acquiesçait toujours, sans jamais relever. Il n'avait jamais réellement compris la portée de ces paroles d'un ancien, d'un sage qui, bien avant lui, avait appris à décrypter les signes dans le clair-obscur de l'hiver. Mais cela, c'était jusqu'à aujourd'hui. Ce matin, pour la première fois, Guy et ses comparses peuvent sentir la puissance des arbres, la force de leurs racines et le poids absolument terrifiant des ombres et des esprits qui se réveillent. À chaque pas que la ligne de fusil fait, les branches répondent en écho une mélodie qui n'a rien d'agréable. La forêt est prête à se défendre. Alors, attention messieurs, tenez la ligne, avancez serré. Ce matin, Guy ne chasse pas. Il fait la guerre. Et tous mènent une bataille contre l'indicible, contre le surréalisme, l'irréel, contre ce qui n'est pas censé exister. Les monstres des contes des frères Andersen qui, jaillissant des pages des manuscrits, viennent dévorer les pieds des enfants sous les draps ou hurlent la nuit au clair de lune. D'un simple mouvement du bras, le leader du groupe arrête la ligne. Plus personne ne bouge. A-t-il entendu quelque chose? Guy n'a rien vu. Il regarde à sa gauche, à sa droite. La brume enveloppe petit à petit ses plus proches voisins qui disparaissent derrière un voile soufflé par la panique et par la bête. Un grognement lointain, et c'est la mise en joue. Mais le brouillard n'est pas l'allié de Guy ce matin. Mis à part le canon de son arme, il ne peut distinguer ce qui se tient face à lui. Pourtant, voilà que les autres avancent. Il faut suivre. S'enfoncer encore un peu plus dans les bois. Ils ont un animal à débusquer. La peur ne doit pas être un frein. Il faut continuer, pas après pas. Soudain, un mouvement sur sa droite.
Une biche qui, bien surprise d'être réveillée de si bon matin, s'enfuit à grandes enjambées derrière la ligne des chasseurs. Les hommes, la poitrine en feu, se remettent en marche, tout en soufflant de soulagement. Guy est lui aussi partagé. Il ne sait pas s'il veut vraiment la trouver, cette bête, malgré sa présence dans la ligne. Tous les chasseurs sont évidemment dans le même état de stress intense. Rien ne se passe pendant une petite heure. Et puis, soudain, le vent se lève. Les buissons bruissent. Guy détecte un mouvement sur l'extrême gauche. D'un geste aussi rapide que l'éclair, il pointe son arme en direction du bruit. Et le chasseur l'aperçoit. Une sorte de loup immense, Guy ne saurait dire. 2 yeux perçants et jaunes, des pattes qui se déroulent à une vitesse et dans une amplitude dingue. Guy tire sans réfléchir. Au travers d'une gerbe d'étincelles, le projectile vient se perdre dans les bois. Raté. Trop tard. La bête est partie. Elle n'a pas été neutralisée. Et il y a des chances qu'elle veuille se venger de cet affront qui lui a été fait. Le 17 avril, une semaine après la battue organisée par les chasseurs du coin, c'est un bœuf de près de 200 kilos qui est retrouvé massacré dans sa pâture. Cette fois, la peur se transforme en panique. Les éleveurs ne rigolent plus du tout. Épaules, cuisses, échines dévorées, les entrailles essaimées dans toute la prairie, le spectacle de cette attaque est atroce. Le bœuf a même eu la gorge tranchée jusqu'à sa colonne. On retrouve donc le même mode opératoire à chaque attaque, et cela dure depuis des semaines. Sans résultat, si ce n'est qu'on a cru la débusquer à la suite du carnage du 9 avril. Il faut le reconnaître, c'est maigre. L'affaire commence à faire grand bruit, comme vous pouvez vous en douter. Et la bête commence à sortir la journée, à être vue donc. Des témoins décrivent aux autorités un animal plus haut sur pattes qu'un berger allemand, de teinte rougeâtre, avec des yeux jaunes et des oreilles bien droites. Son poids, lui, doit bien dépasser les 60 kilos. Enfin bref, rien qui puisse rappeler un loup. Les hypothèses prennent alors une autre tournure. Et si l'animal était une race hybride, pourquoi pas? Enfin, pour le savoir, il faudrait déjà l'attraper. Le danger est impalpable. La bête attise les peurs les plus profondes et la préfecture des Vosges en vient à interdire toute sortie des enfants dans les bois. La presse rentre dans le jeu et, évidemment, vous connaissez la suite. Toute la région finit par se passionner pour le dossier. Il faut dire que dans les années 70, rares sont ceux qui pensaient avoir affaire à une bête du Gévaudan ressuscitée. D'autant que, lorsque ces va-et-vient sont analysés, les chasseurs se rendent compte qu'elle se rapproche très dangereusement de zones habitées, au sein desquelles se trouvent des écoles et de nombreuses cibles potentielles. Non, assurément. La situation exige maintenant un plan d'action des plus rapides et des plus efficaces. Le 19 avril, c'est encore une 60aine de bêtes qui est retrouvée tuée dans les mêmes circonstances. Une battue d'ampleur est de nouveau organisée, dans les mêmes conditions que la première, mais cette fois, elle va conduire à une avancée majeure. On va réussir à photographier l'animal. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H se penche sur une histoire surréaliste, celle d'un animal tueur de masse, la bête des Vosges. À la fin du mois de mars 1977, des brebis sont retrouvées égorgées, d'abord en petit nombre, puis par dizaines. Impossible de mettre la main sur cet animal, que certains décrivent plus haut et gros qu'un loup. Les habitants, pris de panique, s'impatientent. Les choses vont changer à compter du 19 avril, soit près d'un mois après la première attaque. Une battue d'envergure est organisée. Et au milieu du chaos et des coups de feu,
Un homme réussit à la prendre en photo, faisant entrer par la grande porte la bête dans la lumière. Nous sommes le 19 avril 1977. Le temps est clair, la forêt est calme et la bête refuse de se montrer. Celle qui, la veille, a tué de sang-froid une soixantaine d'animaux en détresse, refuse de bouger et donc de se découvrir. Ernest Gless est un homme dont la passion est la photographie. Il n'est pas un fervent admirateur de la chasse, pourtant il est là. Cette affaire le passionne totalement. Petit comme tous les enfants de la région, il a lu des histoires terribles à propos de la bête du Gévaudan, cet animal qui, des mois durant, terrorisa les chaumières et les marmots. Vivre cela dans un monde maîtrisé presque totalement par l'homme, c'est pour lui totalement autre chose. Donc, attiré par ce parfum d'aventure un poil dangereux, il s'est joint aux plus de 200 personnes mobilisées pour l'occasion. La rosée du matin est fraîche. Les bottes, pas toujours imperméables, laissent passer les fines gouttes qui mouillent chaussettes et chevilles. Le soleil qui se lève, lui, est prometteur, et l'absence de vent, qui fige la nature en renaissance dans un panorama exceptionnel, rendrait presque la balade revigorante. Mais on n'est pas là pour rigoler. On cherche à débusquer l'animal, sujet de tous les fantasmes et de toutes les interrogations. Ernest est entouré de gars à la mine aussi fermée qu'un caveau. Les pas sont lourds, hésitants. C'est dans cette ambiance particulière que se joue la tragédie. Tout d'un coup, en bordure de forêt, un animal impressionnant sort des fourrés, parallèlement à la ligne de feu. La bête des Vosges est là, galopant à toute borzingue, prise dans un piège qui se referme sur elle. Le loup qui tombe dans la gueule du loup. Ernest Gless, pris de panique, manque de faire tomber son appareil photo dans les herbes hautes, mais au dernier moment. Alors qu'autour de lui, pas moins de 17 coups de feu retentissent, il actionne sa machine et par miracle, ou talent, c'est comme vous voulez, fixe dans un cliché unique cet animal qui semble tout droit sorti d'un conte ou d'un récit mythologique. Haute, puissante, la foule est vive, les poils drus, une queue aussi droite que les oreilles et une gueule puissante. Voilà à quoi ressemble l'animal de toutes les peurs. Maintenant que les locaux peuvent enfin mettre une image sur les récits, ils n'en sont pas rassurés pour autant, parce que l'animal est impressionnant. Les jours suivants, alors que la photographie circule, des bruits commencent à se faire entendre à gauche et à droite. Cet animal, certains affirment connaître sa provenance. Pour eux, c'est un hybride, un mélange entre deux espèces, le loup et le chien. Il a été dressé pour tuer, par quelqu'un de mal intentionné qui en voudrait à la communauté tout entière. Et un nom très rapidement se pose sur toutes les lèvres. Manfred Reinhardt. Mais qui est cet homme dont certains habitants se méfient, ou pire, jettent sa probité en pâture? Originaire d'Allemagne, Manfred Reinhardt a fait fortune dans l'industrie et s'est porté acquéreur d'un petit domaine bourgeois situé à Addigny-les-Verrières, non loin de la forêt de Rambervillers. Mais voilà. L'homme, propriétaire de nombreux hectares de terrain, les a fait clôturer pour y interdire le passage des chasseurs. Ce qui, pour ceux qui sont concernés, veut forcément dire qu'il a quelque chose à cacher. L'homme se retrouve donc accusé d'avoir dressé des chiens-loups pour qu'ils sèment la terreur, voire d'avoir importé un véritable loup des Carpates qu'il abriterait dans les soubassements de son petit château. Allons bon. Rapidement, on se heurte à la réalité dans cette affaire. Et du côté du pauvre Manfred, il n'y a aucune preuve. En réalité, il est très certainement victime d'une haine de l'étranger. D'autant plus qu'il est allemand. Certains villageois n'hésitent d'ailleurs pas à le renommer le Boche. Et vive l'Europe. Bon, fort heureusement, Reinhardt ne se laisse pas faire et traîne les responsables de ces calomnies en justice.
La situation s'inverse alors radicalement. Les quelques défenseurs que peut avoir l'allemand vont dénoncer l'introduction par les chasseurs, par exemple, ou par des gens mal intentionnés, de l'animal sur les terres de Reinhardt. Enfin bref, vous l'aurez compris, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires, il est difficile de démêler le vrai du faux. Surtout, la rumeur et le colportage sont des poisons dont il est extrêmement difficile de se débarrasser. Le dossier de la bête des Vosges est en réalité un joli florilège de tout ce que la nature humaine peut offrir de pire. Un dossier où rumeurs et mensonges viennent perturber la vie d'un honnête homme qui, au fond, n'a rien demandé à personne. Mais soit. Revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire. Ce qui inquiète le plus, ce qui intrigue beaucoup aussi, c'est la rapidité avec laquelle l'animal déroule ses attaques. Il est capable, dans l'après-midi, de frapper à un endroit pour le lendemain matin être vu 50 km plus loin. Irréalisable, vous dites? Vous avez peut-être raison. Pourtant, les attaques sont bel et bien répertoriées comme cela. Si un animal aussi gros et rapide puisse-t-il être, est incapable de cheminer aussi vite d'un point A à un point B, comment expliquer sa présence sur deux zones aussi séparées? Là encore, les rumeurs vont bon train, et l'une d'entre elles récolte quasiment tous les suffrages. L'animal serait déposé sur place par un tiers disposant d'un moyen de locomotion, si on veut, mais là encore, aucune preuve ne permet d'étayer ces soupçons. Cependant, la gendarmerie va réellement prendre au sérieux cette hypothèse, recherchant un véhicule break qui aurait été remarqué non loin de chacune des attaques de la bête. Cela pourrait impliquer une intervention humaine dans le processus. Et évidemment, ça terrifie tout le monde. Quoi qu'il en soit, l'animal se volatilise à chaque fois, sans qu'on ne puisse ni le neutraliser, ni l'attraper. Et la bête continue ainsi pendant plusieurs semaines son chemin vers l'est. À la mi-mai, elle se stabilise dans un coin au relief permettant de nombreuses cachettes. La Bresse. De nombreuses attaques seront à recenser dans cette zone escarpée, regorgeant de bétail. Ceux qui pensaient que l'animal aurait été véhiculé le soir venu pour être récupéré au petit matin ne vont pas tarder à déchanter. En effet, le 14 octobre 1977, une attaque est menée 2 jours. Elle sera particulièrement meurtrière, avec de nombreux animaux égorgés. Pire, la bête continue d'échapper aux battues. 2000 personnes mobilisées pour rien. 26 battues sont menées durant la totalité de l'affaire, pour un résultat nul. Voilà que l'automne est bien avancé et que les premières secousses de l'hiver se font ressentir. Les troupeaux, l'un après l'autre, vont redescendre dans les étables. Mais la bête, elle, veille et compte bien frapper de nouveau. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, leur hache porte sur une affaire des plus mystérieuses, celle de la bête des Vosges. Durant des mois, un animal inconnu, qu'on ne visualise qu'au travers du prisme d'une seule et même photographie, sévit dans le massif montagneux en s'attaquant à des moutons et à des animaux de bétail. Mais, chose étrange, l'animal semble tuer pour le plaisir. Et surtout, il est insatiable. Celle que l'on nomme la bête va-t-elle enfin pouvoir être neutralisée à l'approche de l'hiver 1978 ? Rien n'est moins sûr. Et pire encore, un énième coup d'éclat au cœur du mois de novembre va la faire entrer dans la légende. Nous sommes le 13 novembre 1977, aux alentours du col de Grosse-Pierre. Ben est un agriculteur en mission. Il est de ceux qui, chaque année,
à l'approche de l'hiver, doivent redescendre les troupeaux dans les plaines. Cette fois, plus que jamais, c'est la terreur au ventre qu'ils mènent à bien ce travail, menacés par la bête qui s'en prend au troupeau. Pour un agriculteur ou un berger, un animal perdu, c'est de l'argent en moins dans les caisses. Et donc, de la nourriture en moins dans l'assiette. Alors Ben, comme tous les locaux depuis des mois, est dans un état de vigilance absolue. Victime du froid, sa longue barbe commence à givrer et ses muscles se raidissent à chaque perception d'un bruit alentour. Aujourd'hui en plus est une journée bien particulière où le temps va jouer contre lui. Une tempête est en train de se lever. Ben, avec son troupeau, se retrouve bientôt chassé par le vent. Le troupeau qu'il gère en transhumance est le plus gros de la région. Ce sont plus de 1000 animaux qui, les uns contre les autres, cherchent à se frayer un chemin entre les arbres qui claquent à cause du vent qui les malmène. Ben, à l'arrière de la troupe, se rend compte bientôt qu'un mouvement de panique commence à poindre à l'avant de ses bêtes. C'est lui. C'est le monstre. L'animal, d'un coup de mâchoire à gauche puis à droite, est en train de tuer et d'égorger. 34 brebis se retrouvent ainsi saignées. Mais le pire n'est pas là. Un peu plus de 100 bêtes supplémentaires, paniquées, prennent la poudre d'escampette et, dans la tempête, disparaissent à grands cris sans pouvoir être retrouvées. Elles ont pris le chemin des hauteurs, poursuivies par la terrible bête. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, une fois le dégel terminé, qu'ici et là, les dépouilles des malheureuses seront mises à nu sur les hauteurs. Et la bête dans tout ça? Eh bien, au risque de vous décevoir, elle s'est volatilisée. La dernière apparition de l'animal est recensée au début du mois de janvier 1978. Mais il n'a plus tué depuis le 15 novembre 1977. Vous avez dit étrange, vous le pouvez. Aussi vite qu'elle est apparue dans les foyers, la bête disparaît, sans qu'on ait pu exactement ni comprendre ce qu'elle était, ni cibler d'où elle venait. Pourtant, les témoins qui l'ont aperçue, à la lueur du nombre d'engagés dans les battues, sont nombreux. Le 3 février 1978, des chasseurs relèvent encore une dernière fois ses traces à la Bresse. Ensuite, plus rien. Plus de son, ni d'image. La bête aura donc tué un peu plus de 300 animaux en moins d'un an, ne s'attaquant jamais à l'homme, mais disparaissant à la manière d'une étoile filante. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier, c'est le moins que l'on puisse dire. Certaines hypothèses, évidemment, tiennent la corde, et la photo qui fut prise permet de définir avec précision ce qu'elle peut être, du moins dans les grandes lignes. Chien, loup ou hybride, sa classification zoologique précise n'a jamais pu être établie. Vous allez donc me dire que les Vosges sont préservées de l'animal et que la région retombe dans le calme. Eh bien, pas tout à fait. À 2 reprises, plus récemment, des attaques du même genre ont été à déplorer dans les massifs vosgiens. Une première fois en 1994, où les troupeaux ont été la cible d'une louve, qu'on a pu identifier et dont on retrouvera le cadavre en mai 1995. Une deuxième fois, enfin, en 2011, à Ventron, une quarantaine de moutons a trouvé la mort d'une manière inexpliquée. Cet animal-là, s'il n'a semble-t-il pas sévi après, n'a pas été retrouvé. Quoi qu'il en soit, la terreur inspirée par cette histoire rappelle à bien des égards celle qui fit paniquer les campagnes du pays il y a bien des siècles, alors que sévissait un tout autre monstre, d'autant plus dangereux et imprévisible puisqu'il attaquait les enfants, la bête du Gévaudan. Impossible de ne pas faire le lien entre ces deux histoires, bien que dans le cas vosgien, les dents de la bête ne se soient plantées que dans les gorges de troupeaux de bétail. Pour autant, cette histoire nous montre que notre maîtrise sur la nature et les trésors qu'elle peut contenir est parfois surfaite et illusoire. La preuve,
Il est des monstres encore capables de nous terroriser et de nous ramener à nos peurs les plus primaires et les plus enfantines. Oui, des créatures comme celles qui grognaient sous notre lit, parfois, apparaissent. Et visiblement, elles peuvent encore nous échapper, tapies dans les forêts les plus profondes. Cela nous incite assurément à nous méfier des bois et de leurs secrets. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une anecdote qui nous ramène à notre histoire du jour. Si aujourd'hui le spectre de la bête des Vosges est encore bien présent dans l'inconscient collectif des locaux, certains se sont servis de cette histoire pour faire du business. Ainsi, si vous avez un jour la chance de passer du côté de la forêt de Rambervillers, au détour d'une auberge, n'hésitez pas à demander au serveur une bête des Vosges. Oh, rassurez-vous, on ne vous amènera pas un loup aux dents longues, mais bien une bière ambrée artisanale, comme quoi les clins d'œil à l'histoire se cachent parfois dans les détails. Voilà pour ce récit, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.